Là, ici, là. Et donc moi, je vais vous traiter du traitement de l'amblyopie. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'amblyopie? Qu'est-ce que sont les amblyopies? Donc, diminution plus ou moins sévère de la fonction visuelle du fait d'une altération précoce de l'expérience visuelle, qui est le plus souvent donc, asymétrique par privation d'une image ou perturbation d'un lien par strabisme ou anisométropie. Et en fait, l'amblyopie, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui doit se dépister et qu'on doit chercher au plus jeune âge pour essayer de lutter contre la cécité des enfants et des adultes dans le monde. Donc, sur le plan de la définition, amblyopie, c'est un œil d'une vision faible, mais c'est une définition clinique et qui tient compte que de l'acuité visuelle. Or, il n'y a pas que l'acuité visuelle qui est abîmée dans un œil amblyop, il y a également de manière variable la vision des contrastes, la fréquence faciale, le mouvement apparent et la perception dans l'espace. L'amblyopie, c'est pour nous, ophtalmopédiatres et strabologues, le thème le plus important et faire qu'un enfant débute sa vie personnelle avec deux yeux bien voyants devrait être une obligation morale pour chaque thérapeute, ce d'autant que lorsque l'individu arrive après 65 ans et guetté par les pathologies dégénératives, il sera aveugle 12 à 15 ans avant quelqu'un qui a ses deux yeux. Donc vous voyez toute l'importance, la prévalence. Elle est de 4% chez les enfants et inférieure à 3% chez les adultes. C'est un problème de santé publique. Je vais un peu vite parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et en fait, il faut bien différencier l'amblyopie fonctionnelle qui est définie par une acuité visuelle basse sans anomalie des voies visuelles ou du globe oculaire, de l'amblyopie de privation qui a un trouble des milieux, de l'amblyopie organique qui a une anomalie sur la voie visuelle intra et extracérébrale. C'est donc l'amblyopie fonctionnelle est un problème cortical parce que pour avoir une fonction visuelle normale, il faut qu'il y ait une interaction binoculaire entre les deux yeux et ceci va être le résultat d'une information de qualité qui doit être de qualité symétrique et corrélée et à ce moment-là, on va avoir une activité métabolique des neurones, des colonnes de dominance oculaire qui va être équivalente, mais si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas cette activité métabolique de manière équivalente, eh bien, un des deux yeux va être avantagé et on va avoir une amblyopie. Alors, hop, je peux bien passer. Donc voilà. Donc ici, voyez. Alors ici, hop, je voudrais juste, voilà. Ici, pardon. Voilà. Bon, écoutez, puisqu'il ne veut pas y aller, c'est pas grave. Donc, l'amblyopie est le résultat d'une asymétrie entre l'image perçue transmise d'un œil par rapport à l'autre. En fait, les connexions entre l'œil et le cerveau qui intègrent le message visuel ne vont pas être normales. Le récepteur fonctionne, mais la connexion qui se met en place pendant une période de maturation et qui se poursuit jusqu'à 10-12 ans est défectueuse. Et c'est tout le problème du strabisme, c'est qu'en fait, comme il va survenir pendant cette période de maturation, eh bien, on va avoir comme résultat une amblyopie qu'il va falloir traiter puisqu'elle est traitable si on la traite au bon moment. Donc les conséquences sur cet œil, on vous l'a dit, c'est une diminution d'activité visuelle, mais donc de supérieur ou égal à 2 lignes par rapport au bon œil, donc inférieur. Donc l'œil ne voit pas bien, mais c'est un œil qui n'a pas que l'acuité visuelle qui ne voit pas, il y a également des troubles de la sensibilité au contraste, des troubles de la perception. Et en 2003, vous voyez, ces anomalies perceptives, ces anomalies de distorsion ondulatoire, de distorsion, de distorsion ondulatoire, de distorsion fragmentaire, de perception erronée, de distorsion scotomateuse localisée. Elles ne sont pas proportionnelles au niveau d'acuité visuelle. Vous pouvez très bien avoir une amblyopie modérée et peu de distorsion, ou le contraire. Donc elles sont complètement indépendantes du niveau d'acuité visuelle. Elles sont sur les anomalies caractéristiques néanmoins d'un œil amblyope. Donc vous voyez que l'amblyopie ne dépasse qu'une acuité visuelle basse. C'est une désorganisation profonde du
visuelle. Il y a également des anomalies motrices qui accompagnent cette amblyopie au niveau des mouvements de version, de vergence, de coordination. Il y a également au niveau du bon œil des anomalies sensorielles qui fait que le bon œil de l'enfant qui est amblyope n'acquérera ses 10 dixièmes non pas à 6 ans comme la majorité des enfants normaux, mais plutôt à 9 ans. Donc vous voyez, encore une fois, tout le système est abîmé. On ne peut pas parler d'amblyopie sans parler de plasticité cérébrale, puisque chez l'humain, il y a deux périodes, une période précoce et une période tardive. Précoce, où on a une multiplication incroyable de neurones, de différenciation jusqu'à l'âge de 8 mois. Période initiale rapide qui va être suivie par une période finale beaucoup plus lente et qui expliquera que si une expérience visuelle anormale, si un facteur délétère survient pendant cette période critique, qui voyez, et donc s'échelonne de 8 mois à 12 ans, eh bien vous aurez une amblyopie, en sachant que si on arrive dans cette période, cette amblyopie sera réversible et que bien sûr cette vulnérabilité est limitée puisque un strabisme ne perturbera pas le système visuel s'il survient après cette période critique. C'est important cette période de plasticité cérébrale parce qu'elle vous explique que le traitement d'amblyopie doit se faire pendant cette période de plasticité. Alors les causes d'amblyopie, c'est essentiellement des causes de privation monoculaire comme cataracte digitale. Vous voyez donc chez cet enfant, cataracte unilatérale, là c'était un syndrome oculodental. Voilà. C'est également des causes fonctionnelles comme les causes réfractives, anisométropiques. C'est également donc des causes strabiques par suppression. Et donc ce schéma pour montrer que l'évolution chez l'humain, de l'installation de toutes les paramètres du système visuel chez l'humain, vous explique qu'en fonction de la période à laquelle le strabisme surviendra, il y aura plus ou moins d'amblyopie, puisque par exemple dans les strabismes divergents intermittents, il y a très peu d'amblyopie. Ces mécanismes peuvent s'impliquer ainsi lorsque on regarde les pourcentages, les amblyopie de privation sont très rares. Les amblyopie réfractives et strabiques, vous voyez, beaucoup plus fréquentes, et elles peuvent évidemment s'associer. Donc, on peut avoir des amblyopie réfractives associées à un strabisme. Donc, on ne peut pas parler d'amblyopie sans parler de dépistage. Et en 2019, avec la Société française d'ophtalmopédiatrie, on a mis en place un protocole de dépistage chez l'enfant pour essayer de comprendre à quoi servait un examen visuel chez l'enfant et expliquer qu'il fallait bien rechercher ces trois causes d'amblyopie et que c'était surtout le dépistage de l'amblyopie anisométropique et strabique qu'il fallait absolument qu'on détecte. Donc on avait donc les enfants strabiques, les enfants qui avaient une amblyopie, alors strabique fonctionnelle, organique, donc une anomalie oculaire qui est beaucoup plus rare. Vous l'avez vu, c'est inférieur à 3%. Et une amblyopie anisométropique, et c'est celle-là sur laquelle il faut qu'on mette la main, c'est-à-dire que ça représente 20% des enfants, et c'est essentiellement celles qui réagissent le mieux au traitement d'amblyopie, et c'est vraiment un levier qu'on a et qu'il ne faut vraiment pas qu'on rate. Donc le but du dépistage, je vais passer un peu plus vite puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais ce protocole de dépistage que nous avons proposé et qui a été accepté est basé sur un examen ophtalmologique lorsqu'il y a des signes d'appel, un examen ophtalmologique lorsqu'il y a des populations à risque, et lorsqu'il n'y a pas de population à risque, un examen orthoptique durant la troisième année de vie. Alors, le traitement d'amblyopie, donc la prise en charge d'amblyopie, c'est une course contre la montre. Et les chances de réussite du traitement sont inversement proportionnelles à l'âge, puisque vous voyez qu'on a 90% de réussite, je m'excuse, avant 2 ans, 50% après 6 ans et moins de 10% après 9 ans. Mais somme toute, le meilleur traitement, il est préventif, c'est pour ça que je vous ai dit 2 mots sur le dépistage. Et il est également préventif parce que par le dépistage,
dépistage, on va pouvoir mettre une correction optique le plus précocement possible et on va pouvoir corriger ces 20% d'amétropie forte qui sont à l'origine de la pourcentage de malvoyance chez les enfants. Donc comment alors la première chose de la prise en charge, c'est de regarder les facteurs étiologiques. Alors si c'est une amblyopie de privation, on va opérer la cataracte congénitale. C'est un angiome, un angiome par bêta-bloquant pour désorienter l'axe visuel. Si c'est une amblyopie par anisométropie, une myopie fonctionnelle, eh bien on corrigera la métropie et on fera un traitement d'amblyopie. Si c'est une amblyopie sphérique, on traitera la déviation. Donc ce traitement se fera par un traitement d'attaque avec une correction optique au préalable avant, qui sera suivi, on va revenir dessus, par un traitement d'entretien, qui devra être suivi jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Le but étant de récupérer une isoacuité et non pas 10 dixièmes d'un œil et 20 dixièmes de l'autre. Il faut absolument, parce que pour avoir une vision stéréoscopique de toute manière, il faut que la différence entre les deux ne soit pas supérieure à 2 dixièmes. Donc si vous avez 10 dixièmes d'un œil et que l'autre est monté à 20 dixièmes, très sincèrement, on n'a pas fait notre boulot. Donc le but du traitement, c'est de faire ce traitement d'attaque et ce traitement d'entretien. Voilà. Donc à la première consultation, de dilater l'enfant sous écopégie, de lui mettre la correction optique qui est la base de toute thérapeutique, et puisque en fait c'est la compétition entre les deux yeux qui a été à l'origine, notamment dans les strabismes, par phénomène de suppression du phénomène de cohabitation qui fait qu'un des deux yeux a été oublié. Et donc c'est simple, le traitement, il faut lutter contre, il faut rompre ce conflit entre les deux yeux et donc contrôler cette commutation. Il y a un seul traitement encore qui n'a pas été détrôné par tous les travaux de recherche, je terminerai sur ça, qui n'ont pas détrôné actuellement le traitement par occlusion sur peau, qui reste le plus efficace actuellement encore dans le traitement d'amblyopie. Alors là, donc l'occlusion, donc traitement d'attaque, qui dépend de l'âge de l'enfant. Bien sûr, si l'enfant est tout petit, ça se soldera en heures, en jours, en mois, entre 1 et 2 ans, ça sera en jours de manière asymétrique, et à partir de l'âge de 2 ans, on fera des cycles de une semaine par année d'âge. On fera 3 semaines d'occlusion totale, sans même contrôler. Donc le but, c'est l'isoacuité, il faut surveiller, il faut soutenir l'enfant et sa famille, il faut évaluer la tolérance de l'occlusion au niveau cutané, au niveau psychosocial, au niveau de la scolarité avec la maîtresse. Il faut évaluer l'observance du traitement. Le risque, c'est que le strabisme, quand on fait le traitement d'occlusion, l'angle augmente, mais ce n'est pas qu'il augmente, c'est que de toute façon c'était l'évolution du strabisme qui aurait augmenté de toute manière, qu'il faut bien expliquer aux parents. Le risque, c'est l'amblyopie à bascule, mais la myopie à bascule, en fait, pour nous, c'est un signe de guérison, puisqu'on n'a encore jamais eu d'amblyopie à bascule qui soit restée de manière définitive. Donc, quand arrêter l'occlusion à l'isoacuité, voilà. Donc ici, avant un an, vous voyez, c'est en heures, en mois. Entre 1 et 2 ans, hop, c'est des occlusions alternantes asymétriques. Et à partir de 2 ans, c'est par année d'âge. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas. Voilà, donc le traitement d'entretien doit se faire après. Nous, on aime bien, ce sont les pénalisations, parce que comme ça, il n'y a plus d'occlusion et plus d'irritation au niveau de la peau. Donc l'important, c'est de surveiller, les enfants jusqu'à au moins 12 ans, puisque Chantal Miseray, qui est chercheur au Collège de France, vous avez montré que la plasticité des neurones visuels était jusqu'à 13 ans. Donc en fait, si on ne fait pas ce traitement jusqu'à 12 ans, on va se retrouver avec des enfants qui ont 9 dixièmes d'un côté, 12 dixièmes. Combien d'enfants arrivent à 14-15 ans et ils n'ont pas 10 dixièmes parce que tout simplement on leur a pas terminé le traitement jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Donc voilà, ça c'est important à dire. Donc
voilà. Donc quand c'est aux travaux de recherche qu'on fait avec l'INT, l'Institut de neurosciences à la Timone, où on essaye donc d'évaluer l'effet d'entraînement binoculaire par visualisation de films dicoptiques. Et en fait, on montre deux images différentes. Donc, au niveau de l'œil ambiant, on met un contraste maximal. Au niveau de l'œil non ambiant, un contraste abaissé. Et donc, en fait, les résultats ne sont pas probants. On a des petites améliorations au niveau de ces amblyopties fixées. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que rien actuellement n'a détrôné le traitement par occlusion sur peau. On continue nos travaux, bien sûr, de recherche pour essayer de trouver des traitements qui seraient différents de cette occlusion sur peau. Mais pour l'instant, tout ça, ce ne sont que des travaux de recherche. Donc, en conclusion, l'amblyopie est un problème de santé publique. La prise en charge est basée, vous avez bien vu, sur la réfraction, la correction optique, l'occlusion, la pénalisation et les surcorrections. C'est un travail d'équipe au niveau des enfants, des parents, des ophtalmologistes, des orthoptistes, des pédiatres, des maîtresses d'école, j'ai oublié là. En fait, l'objectif, c'est dans l'amblyopie fonctionnelle, c'est 100% de guérison. Dans l'amblyopie organique, c'est la meilleure acuité visuelle possible. Évidemment, quand on a des syndromes de Peters, des syndromes, des staphylomes du segment antérieur, on ne pourra pas avoir 10e, mais il faut se battre quand même. Et d'un point de vue, je dirais, dans une autre dimension, l'OMS en 2004 avait mis un plan qui était de réduire le nombre de déficients visuels d'ici 2020. Nous devons nous battre parce qu'en fait, sur 280 millions de déficients visuels, il y avait 19 millions d'enfants, dont 12 par anomalies réfractives non corrigées, dont 3 quarts des pays défavorisés, mais 1 quart dans nos pays industrialisés. Donc vous voyez, se battre dès la naissance pour un droit à la vue de chaque enfant qui de ce fait deviendra un adulte voyant et découvrira alors mieux le monde grâce à ses deux yeux. Voilà, je vous remercie. Oui, si tu veux, oui. Merci Daniel pour cette belle présentation. Désolé qu'on soit obligé d'aller aussi vite. Éventuellement, on verra, on posera des questions à la fin. Marie-Josée Tassignon, qui a été une des premières présidentes, vous pouvez passer le streaming éventuellement de Marie-Josée Tassignon, sinon on passera aux autres communications avant. Non, alors, est-ce que vous pouvez passer le streaming ?